Sur un vol de nuit reliant New York à Londres, un père célibataire dormait dans le siège 8A. Pour tous ceux qui l'entouraient, il n'était qu'un passager épuisé de plus, en manque de sommeil depuis plusieurs jours. Puis la voix du commandant de bord a retenti dans la cabine, urgente et différente de toutes les annonces habituelles. S'il y a des pilotes militaires à bord, veuillez vous faire connaître immédiatement. La cabine s'est figée, personne ne bougeait. L'homme au siège 8A a ouvert les yeux et a compris que le passé, qu'il avait enterré pour protéger sa fille, l'appelait par son nom. Pourquoi fallait-il que ce soit lui, le père célibataire, que tout le vol attendait ? 3 heures plus tôt, Ethan Cole était monté à bord du vol Air Atlantic 447, avec seulement un bagage à main et cet air d'épuisement qui survient quand on est à la fois père et pilier pour une petite fille de 7 ans. Il avait trouvé le siège 8A sans regarder personne, s'était glissé à sa place côté couloir et avait posé sa tête sur l'appui-tête. Le jeune homme à côté de lui portait un casque et ne levait pas les yeux. Cela convenait à Ethan. Il ne cherchait pas la conversation, il cherchait le sommeil. Les hôtesses de l'air effectuant les consignes de sécurité pendant qu'Ethan fermait les yeux. Il faisait ce voyage 2 fois par an depuis qu'il avait commencé son travail d'ingénieur logiciel à Portland, s'envolant pour New York pour des réunions avec des clients. Il aurait pu les faire en visioconférence, mais l'entreprise insistait sur une présence physique, et Ethan avait plus besoin de son salaire que de débats. Alors il prenait des vols de nuit, dormait comme une masse et rentrait chez Emma le plus vite possible. Le sommeil est venu rapidement. Le bourdonnement des moteurs est devenu un bruit blanc. Les lumières de la cabine se sont tamisées, et Ethan Cole s'est dissous dans des rêves qu'il aurait préféré ne pas faire. En rêve, il était de nouveau dans le cockpit d'un F-16. Le ciel autour était sombre, à l'exception de la lueur des instruments. Son nom de code résonnait dans ses écouteurs, Frank Gansessan das Vulcain. On lui avait donné ce nom en 2e année d'école de pilotage, quand il croyait encore qu'il ferait ça pour toujours. Le manche semblait juste dans ses mains, comme toujours, comme une extension de son propre corps. Puis la voix d'Emma a percé les interférences radio, petites et inquiètes. « Papa, tu rentres à la maison ?» Le cockpit s'est dissous. Ils se tenaient dans leur salon à Portland, toujours en combinaison de vol, et Emma se tenait dans l'encadrement de la porte en pyjama. Elle avait 4 ans dans ce souvenir. C'était la nuit où il lui avait dit qu'il quittait l'armée de l'air. « Je rentre à la maison, ma chérie, » avait-il dit. « Et je reste à la maison. » Emma l'avait regardé avec de grands yeux sérieux. « Promis ?» Promis, il s'est réveillé au son de la voix du commandant. Ce n'était pas le ton calme et répété des annonces standards, mais une voix saccadée et tendue qui fait se redresser les gens sur leur siège. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Ross. Nous rencontrons une situation technique nécessitant une attention immédiate. S'il y a des pilotes militaires à bord, en particulier des pilotes de chasse avec une expérience du pilotage manuel dans des conditions extrêmes, veuillez vous présenter immédiatement au personnel de bord. » Autour, les passagers se regardaient, en murmurant. Le jeune homme à côté a retiré son casque et s'est penché vers le couloir, tendant le cou. Personne ne s'est levé. Les murmures sont devenus plus forts. Quelqu'un 3 rangées derrière a demandé « Quelle situation technique ?» Ethan restait très calme. Il savait ce que signifiait cette annonce. Il avait entendu assez d'appels d'urgence au cours de ses 12 années de service pour reconnaître la panique contrôlée dans la voix du commandant. Ce n'était pas un exercice. Emma. Elle était à la maison avec Madame Kowalski, la voisine qui la gardait quand il voyageait. En ce moment, elle devait dormir. Sa veilleuse projetait des ombres douces sur le mur et son lapin en peluche était coincé sous son bras. Si cet avion tombait, elle se réveillerait demain et apprendrait que son père était mort. Sa deuxième pensée fut qu'il pouvait aider. 12 ans de vol sur F-16, des centaines d'heures dans des conditions qui auraient cloué au sol des pilotes civils. Il avait apponté sur des porte-avions dans la tempête, géré des pannes d'équipement à 30 000 pieds, ramené des appareils endommagés à la maison quand tout le monde à la radio lui criait de s'éjecter. Il avait été formé pour le chaos. Sa 3e pensée fut la promesse, celle qu'il avait faite à Emma le jour où il avait accroché son uniforme dans le placard. Plus de risques, plus de missions, plus de nuits où elle devait se demander s'il reviendrait. Il avait quitté tout cela pour être le père dont elle avait besoin, fiable, présent, en sécurité. Mais s'il ne faisait rien maintenant, il n'y aurait pas de retour à la maison du tout. La cabine devenait plus bruyante. Une femme dans la rangée de devant pleurait doucement. Une voix d'homme s'éleva au-dessus des autres, exigeant de savoir ce qui se passait. Ethan entendit le clic sec de ceinture qu'on détache. Les gens s'agitaient.
La panique commençait à se propager comme une créature vivante. Une hôtesse de l'air apparut à l'avant de la cabine. Elle était une grande, peut-être au début de la quarantaine, avec des cheveux noirs tirés en un chignon serré et cette expression calme qui vient après des années de travail avec les turbulences et les passagers ivres. Son badge indiquait « Claire ». « S'il vous plaît, gardez votre calme et restez à vos places », dit Claire d'un ton ferme mais sans méchanceté. « Nous suivons tous les protocoles de sécurité. Si quelqu'un a une expérience de vol militaire, veuillez vous faire connaître maintenant. » Elle avançait lentement dans le couloir, établissant un contact visuel avec les passagers. Ethan l'observait. 5e rangée, 6e, 7e. Quand elle atteignit la 8e rangée, son regard s'arrêta sur lui. Un instant, ils se sont juste regardés. Puis elle a continué. Dans sa tête, il voyait 2 images côte à côte. Emma dormant dans son lit et Emma à des funérailles. Trop petite pour comprendre pourquoi son père ne reviendrait jamais. Il s'est levé. Claire s'est immédiatement retournée. Les passagers à proximité se sont tus. Ethan est sorti dans le couloir et s'est dirigé vers elle. « J'étais pilote de chasse, dit-il doucement. F-16, 12 ans. » Le regard de Claire glissa sur lui. Il savait ce qu'elle voyait. Un homme en sweat à capuche froissé et en jean, mal rasé, avec des cernes sous les yeux. Pas d'uniforme, pas de papier, rien qui prouvait qu'il était plus qu'un passager fatigué ayant vu trop de films. « Vous dites que vous êtes militaire ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « Je l'étais, dit Ethan. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Avez-vous une pièce d'identité ? Quelque chose qui confirme votre service ?» Ethan secoua la tête. « Je n'ai pas pris ma carte militaire. Je ne l'ai pas portée depuis que je suis parti. »« Monsieur, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si vous n'êtes pas qui vous prétendez être, si vous paniquez, vous embrouillez ou essayez d'aider de manière à empirer les choses, des gens pourraient en mourir. Vous comprenez ça ?»« Je comprends, répondit Ethan. Je dis la vérité, j'ai volé sur F-16 pendant 12 ans. Je sais ce que je fais. » Avant que Claire ne puisse répondre, une voix retentit derrière Ethan. « Laissez-moi lui parler. » Un homme du siège 9C s'est levé, large d'épaules, grisonnant, avec cette posture qui ne quitte jamais tout à fait celui qui a porté l'uniforme. « Je suis Marcus Webb, dit-il, ancien de l'armée de terre. J'ai participé à plusieurs opérations conjointes avec des pilotes de l'US Air Force. » Il croisa les bras. « Si vous êtes authentique, vous pourrez répondre à quelques questions. » Marcus ne perdit pas de temps. « Sur quel chasseur voliez-vous ? F-16 Viper. Combien d'heures de vol ? Un peu plus de 2000. Quel escadron ? 50e escadre de chasse. Base aérienne de Luc. Citez 3 procédures en cas de panne hydraulique. La réponse d'Ethan fusa sans hésitation. Activer le groupe de puissance auxiliaire, passer en mode de commande manuelle. Si les 2 systèmes échouent, utilisez la poussée différentielle des moteurs pour maintenir le contrôle directionnel. Marcus l'étudia un long moment. Puis il se tourna vers Claire. Il sait de quoi il parle. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend sur Google. Claire les regarda tous les deux, pesant les risques et les doutes face au désespoir. Finalement, elle hocha brusquement la tête. « Venez avec moi. » Ethan la suivit vers le nez de l'avion. Les passagers les suivaient tant du regard en silence. Derrière eux, les chuchotements commençaient, suppositions et peurs se mélangeaient. Quelqu'un demanda s'il était vraiment pilote. Une voix d'enfant murmura « Maman, l'avion va s'écraser ?» À la porte du cockpit, Claire s'arrêta et se tourna vers lui. « Je vous emmène là-dedans parce que nous n'avons pas le choix. Mais si vous faites quelque chose, je dis bien n'importe quoi, qui met le vol davantage en danger, je vous ferai sortir moi-même, compris ? » ?»« Compris. » Claire frappa 2 fois et appuya sur l'interphone. « C'est Claire, j'amène quelqu'un. » La porte s'ouvrit avec un déclic discret. Le cockpit était exigu, éclairé par la lueur de dizaines d'écrans. Le commandant Ross était assis dans le siège de gauche, affaissé sur le côté. Son visage était pâle et couvert de sueur. Une femme en blouse blanche était agenouillée près de lui, vérifiant son pouls. « Dr Sarah Morrison » se présenta-t-elle rapidement. « Il fait un AVC, léger je pense, mais il ne peut pas piloter l'avion. » Dans le siège de droite, le copilote Miller serrait le manche à 2 mains. Il était plus jeune qu'Ethan ne l'avait prévu. Peut-être une 30aine d'années. Ses jointures avaient les blanchies. Quand il se retourna, Ethan vit une terreur mal dissimulée dans ses yeux. « Qui est-ce » demanda Miller. « Il dit qu'il est pilote de chasse de l'armée de l'air à la retraite » répondit Claire. Le regard de Miller fila vers Ethan. « Vous pouvez piloter ça ?» Ethan s'approcha, scannant déjà le tableau de bord. Les voyants d'avertissement clignotaient selon un schéma familier. Une croix rouge brillait sur l'écran du pilote automatique. La pression hydraulique chutait. Il sentit une légère embardée de l'avion et vit Miller compenser manuellement. « Votre système de commande de vol électrique, fly-by-wire, a lâché, dit Ethan. Vous êtes en mode manuel. »
Les yeux de Miller s'écarquillèrent. « Comment le savez-vous ? L'angle de roulis est dévié de 23 degrés. La vitesse est de 8 nœuds inférieure à l'optimale. Vous corrigez manuellement. » Ethan fit un signe de tête vers les indicateurs. « Et vous perdez de la pression dans les 2 systèmes hydrauliques. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? » Environ 10 minutes, la voix de Miller trembla. « J'ai seulement 800 heures de vol. Je n'ai jamais été confronté à ça. » Ethan se tint entre les sièges, évaluant la situation comme on le lui avait appris au combat. Rapidement, cliniquement, sans émotion. « Vous vous débrouillez bien, mais vous aurez besoin d'aide. Combien de carburant ? » Miller vérifia la jauge. « Assez pour atteindre Londres, tout juste. » Ethan secoua la tête. « Vous n'arriverez pas à Londres, pas avec une panne hydraulique. Il faut se dérouter vers l'aéroport le plus proche avec des services d'urgence. » Shannon, répondit immédiatement Miller. « L'aéroport de Shannon en Irlande. C'est à environ 200 miles. » « C'est votre meilleure option, confirma Ethan. Mais vous devez me laisser vous aider à y arriver. » Claire s'avança. « Vous êtes sûr de pouvoir le faire ?» Ethan se tourna vers elle. Pour la première fois depuis son réveil, il sentit la peur reculer un peu. Non pas que le danger ait disparu, mais parce qu'il connaissait ce sentiment. Il avait déjà vécu dans cet espace, là où tout se joue sur la préparation, l'instinct et la confiance en soi. « Je peux le faire. » Claire soutint son regard 3 longues secondes, puis recula. « Allez-y. » Ethan s'assit sur le strapontin derrière Miller. Derrière la vitre, il n'y avait rien que l'obscurité et les étoiles. Quelque part en bas, l'Atlantique infini était noir. Quelque part loin derrière, Emma dormait en sécurité, sans se douter que son père venait de rompre une promesse. Il chassa cette pensée. Il y aurait du temps pour la culpabilité plus tard. Maintenant, 189 personnes avaient des besoins qu'ils se souviennent de qui il était avant. « Bien, dit Ethan, ramenons tout le monde à la maison. » Miller tendit la main vers la radio, sa main tremblait. « Tour de Shannon, ici Air Atlantique 447. Nous déclarons une urgence, demandons autorisation immédiate pour atterrissage prioritaire. » La réponse vint instantanément, calme et professionnelle. « Air Atlantique 447, Tour de Shannon, reçu. Nature de la situation ?» Miller jeta un coup d'œil à Ethan. Celui-ci hocha la tête, soufflant. « Shannon, nous avons une double panne du système hydraulique. Le commandant est inapte. Nous travaillons en mode manuel. Besoin des services de sauvetage. » Une courte pause. Puis la voix du contrôleur revint, plus tendue. « 447, compris. Nous dégageons le trafic. La piste 10 est à vous. Les services sont en route. Votre position et altitude ?» Ethan lut les coordonnées. « Environ 190 miles à l'ouest-nord-ouest de vous. Niveau de vol 370. Nous commencerons bientôt la descente. » Reçu 447. Nous allons vous guider. Combien d'âmes à bord ? 189 passagers, 6 membres d'équipage. Compris, nous vous attendons. Miller posa le micro. « Et maintenant ?»« Maintenant, on commence à le faire descendre, » dit lentement Ethan. « Pas de mouvement brusque. L'hydraulique est compromise. Chaque commande doit être fluide. » Le docteur Morrison leva les yeux du commandant. « Il est stable pour l'instant, mais il a besoin d'un hôpital de toute urgence. »« On y travaille, » lança Ethan en regardant le tableau de bord. La pression continuait de chuter. Il volait branlant sur les vapeurs. Selon les calculs, il leur restait 35-40 minutes avant la perte totale de contrôle. Claire apparut dans l'encadrement de la porte. Les passagers s'inquiètent. Ils veulent savoir ce qui se passe. « Dites-leur la vérité, » répondit Ethan sans quitter les instruments des yeux. « Nous allons à Shannon. Nous serons au sol dans moins d'1 heure. Qu'ils gardent leur calme. »« On va s'en sortir ?» demanda Claire. Ethan croisa son regard. « Oui. » Il le dit avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait. Mais Claire hocha la tête et partit. Miller commença la descente. L'avion réagissait mollement. « Trop vite » commanda Ethan. « Relève le nez d'un demi-degré. » Miller corrigea. La vitesse se stabilisa. « Bien. Maintiens comme ça. » Ils travaillèrent en silence. C'était un équilibre fragile, faire descendre la machine massive sans surcharger le système mourant. Soudain, un violent tremblement traversa la carlingue. Les instruments cliquetèrent. « Qu'est-ce que c'était » cria Miller. « Juste des turbulences. » Ethan scannait le panneau. « Ça arrive. »« Vous êtes sûr ?»« Sûr. » Mais le regard d'Ethan se figea sur les jauges. La pression avait chuté d'un cran supplémentaire. Le temps s'écoulait plus vite que prévu. Miller tira instinctivement le manche vers lui. Ethan recouvrit sa main de sa paume. « Non, si tu tires maintenant, on part en vrille. Contente-toi de subir. Fais confiance à l'avion. » La main de Miller tremblait, mais il se força à se détendre. L'avion se stabilisa. « Bien, souffla Ethan. Exactement comme ça. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, » avoua Miller. « La peur n'est pas le problème. Le problème, c'est la panique. Tu t'en sors très bien. » Mais Ethan sentait sa propre peur lui serrer la poitrine. Avant, dans le cockpit, il n'y avait que lui, la machine et le ciel.
Maintenant, 195 vies dépendaient de lui, et l'une d'elles l'attendait à la maison. Dans la cabine, la situation s'échauffait. Claire essayait de maintenir l'ordre, mais son calme se fissurait. Les gens sortaient en leur téléphone, certains pleuraient. Marcus Webb se leva et dit fort « Tout le monde se calme. Je sais que vous avez peur, moi aussi. Mais les gens devant savent ce qu'ils font. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est la fermer et les laisser travailler. » Un homme ivre d'une quarantaine d'années tomba dans le couloir. « T'es qui pour nous donner des ordres? On va tous mourir parce qu'ils ont laissé un type louche entrer dans le cockpit. » Marcus fit un pas vers lui. « Assieds-toi. »« Je veux parler au vrai pilote, » hurla l'ivrogne. Claire s'interposa entre eux. « Monsieur, retournez immédiatement à votre place. Je ne m'assiérai pas tant que quelqu'un ne m'aura pas dit ce qui se passe réellement. » Sa voix résonna dans toute la cabine. Les autres passagers se retournèrent. La panique qui bouillonnait sous la surface commençait à déborder. Quelqu'un cria à l'arrière. Un enfant se mit à pleurer. Le docteur Morrison sortit du cockpit. Sa formation médicale lui conférait une autorité naturelle. Elle s'approcha de l'homme ivre et lui parla d'un ton calme et professionnel. « Monsieur, je suis médecin. Je viens d'examiner le commandant de bord. Il a fait un AVC et n'est pas en état de piloter cet avion. L'homme qui nous aide actuellement est un pilote militaire qualifié. Si vous continuez à semer le désordre, vous mettrez tout le monde à bord encore plus en danger. Vous me comprenez ?» L'homme ivre la dévisagea. Ses lèvres remuèrent silencieusement, puis il se laissa retomber dans son siège. Toute sa bravade s'était évaporée. Le docteur Morrison parcourut la cabine du regard, essayant d'établir un contact visuel avec le plus grand nombre de passagers possible. « Je sais que vous avez peur, dit-elle clairement, mais il y a un homme dans le cockpit qui sait ce qu'il fait. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même et les uns pour les autres, c'est de rester calme et de suivre les instructions. Nous allons nous en sortir. » Le calme revint un peu dans la cabine. Pas un silence total, mais la situation était devenue gérable. Claire fit un signe de tête reconnaissant au docteur Morrison et retourna dans le cockpit. « C'est grave à quel point ?» demanda Ethan. « Il tient le coup, répondit Claire, mais à peine. » Ethan se tourna vers les instruments. « Alors nous devons faire vite. » Il se pencha vers Miller. « J'ai besoin que tu me passes les commandes principales. » Miller tourna brusquement la tête. « Tu veux prendre le manche ? Tu t'en es très bien sorti, mais nous commençons l'approche finale. Je l'ai déjà fait. Pas toi. » Le visage de Miller blêmit. « Je ne peux pas simplement te passer les commandes. Je suis le copilote. Je suis responsable de cet avion. Et je te dis que la meilleure façon d'assumer cette responsabilité est de me laisser t'aider, dit Ethan. Sa voix était ferme mais pas dure. Ce n'est pas une question d'ego ou de protocole. C'est une question de ramener tout le monde en vie à la maison. Miller regarda les instruments, puis le commandant Ross affaissé dans l'autre siège, et enfin Ethan. La peur sur son visage était brute et indéniable. Finalement, il acquiesça. « D'accord, dit-il. Qu'est-ce que je dois faire ? » « Continue de surveiller les instruments, ordonna Ethan. « Informe-moi de tout ce que je dois savoir. Sois ma deuxième paire d'yeux. Tu peux faire ça ?» Miller déglutit péniblement. « Oui, je peux le faire. » Ethan s'avança et saisit le manche. Au moment où ses mains l'enveloppèrent, la mémoire musculaire s'enclencha. La sensation était différente de celle du manche d'un F-16. Celui-ci était plus lourd et moins réactif. Mais le principe restait le même. C'était lui qui pilotait désormais. L'avion était en son pouvoir. Claire observait depuis l'encadrement de la porte. « Tu es sûr de toi ?» Ethan ne la regarda pas. Son attention était rivée sur l'horizon, sur les instruments, sur les chiffres qui changeaient lentement et qui lui diraient s'ils allaient en vivre ou mourir. « Je suis sûr. » Il poussa doucement le manche vers l'avant, ajustant l'angle de descente. L'avion réagit mollement, mais obéit. Il sentait la résistance dans les commandes. L'hydraulique luttait contre lui, tenant à peine le coup. La tour de contrôle de Shannon reprit contact. Vol 447. Vous êtes à 70 miles. Commencez la descente au niveau de vol 250. Le vent est faible, la visibilité est trop bonne, vous aurez une approche dégagée. Ethan appuya sur le bouton du micro. Bien reçu, Shannon. On descend au 250. Il abaissa le nez d'un degré supplémentaire. L'altimètre commença à s'affoler. 37 000 pieds, 36 000, 35 000. L'avion fut de nouveau secoué. Une longue vibration roulante traversa le plancher. « La pression hydraulique a encore chuté » cria Miller. « On est tombé à 15% sur le premier système. Le deuxième système est à 10%. » La mâchoire d'Ethan se crispa. Il perdait la pression plus vite qu'il ne l'avait espéré. « Combien de temps on peut garder le contrôle ?» Miller vérifia les indicateurs. « Peut-être 20 minutes, peut-être moins. » « 20 minutes.
Shannon était encore à environ 35 minutes de vol à la vitesse actuelle, les calculs ne collant pas. L'esprit d'Ethan travaillait à plein régime, calculant les alternatives, passant en revue les scénarios. Il pouvait augmenter le taux de descente, descendre plus vite, mais cela mettrait plus de pression sur l'hydraulique. Il n'y avait pas de bonne option, seulement des moins mauvaises. Ethan fit son choix. « Nous allons devoir faire une approche plus rapide et plus raide que d'habitude. Ce sera rude, mais c'est le seul moyen. » La voix de Miller trembla. Rude à quel point? Assez rude pour que tout le monde ait besoin de s'attacher très serré. Claire agissait déjà. Elle retourna dans la cabine et haussa la voix. « Écoutez-moi tous, nous commençons la descente. J'ai besoin que vous regagniez immédiatement vos sièges. Serrez vos ceintures de sécurité aussi fort que possible. Baissez la tête et adoptez la position de sécurité. Faites-le tout de suite. » Les passagers s'empressèrent d'obéir. La cabine se remplit du bruit des boucles qui claquent et des corps qui s'agitent. Quelques personnes priaient, d'autres étaient assises en silence, serrant les accoudoirs jusqu'à s'en blanchir les jointures et regardant droit devant elles. Un couple de personnes âgées britanniques au 15e rang se tenaient la main. Leur visage était en calme et résigné. Dans le cockpit, Ethan ajusta la manette des gaz et augmenta le taux de descente. Le nez bascula vers l'avant, la vitesse anémométrique augmenta, l'altimètre tourna plus vite. 25 000 pieds, 20 000, 15 000. Pression à 8%, annonça Miller. Sa voix était désormais égale, concentrée. La peur était toujours là, mais elle avait été repoussée par quelque chose de plus fort, la discipline et l'entraînement. Les mains d'Ethan bougeaient avec une précision millimétrée. Il avait fait cela 1000 fois dans son esprit et sur des simulateurs, dans le ciel, au-dessus des déserts, des océans et des montagnes. Les détails étaient point différents, mais le principe était le même. Garde ton calme, fais confiance à ton entraînement, pilote l'avion. La radio grésilla. 447, tour de Shannon, vous êtes à 20 miles. Nous vous voyons au radar. Maintenez le cap actuel. Atterrissage d'urgence autorisé, piste 10. Bien reçu, Shannon, 20 miles. Maintenant, Ethan voyait les lumières, faibles et lointaines, brillant dans l'obscurité. La côte irlandaise. Quelque part là-bas, en bas, des gens attendaient, avec des camions de pompiers, des ambulances et des prières. Pression à 5%, on va perdre les commandes, dit Miller. Pas encore, répondit Ethan. Tiens bon encore un peu. L'avion fut violemment secoué. Une secousse brutale et soudaine projeta le docteur Morrison contre la cloison. Elle se rattrapa et soutint le commandant Ross, qui gémit doucement. Ethan luttait avec le manche, forçant le nez à redescendre, maintenant l'avion sur sa trajectoire. 4%, compta Miller. Ethan ne répondit pas. Toute son attention était fixée sur les lumières devant lui, qui devenaient plus grandes et plus brillantes. La piste était là. Il avait juste besoin de l'atteindre. 3%. L'avion tremblait maintenant sans discontinuer. Une vibration qui faisait claquer les dents et brouiller la vue. La sueur coulait sur le visage d'Ethan. Dans son esprit, il voyait le visage d'Emma, entendait sa voix. « Papa, tu vas rentrer à la maison ?» 2%. « Tour de Shannon, nous sommes en approche finale, dit Ethan à la radio. Sa voix était calme, contrôlée. Rien ne trahissait la peur qui le griffait de l'intérieur. « Bien reçu, 447. Atterrissage autorisé. Les services d'urgence sont prêts. » Ethan voyait la piste. Un long ruban de lumière découpant l'obscurité. Elle paraissait impossiblement petite, impossiblement loin. Il corrigea l'angle de descente, sentant la résistance de l'avion, le forçant à descendre. « De toute façon, 1%, dit doucement Miller. « Je sais, répondit Ethan. La piste fonçait vers eux. 500 pieds, 400, 300. » L'avion gémissait. Chaque rivet, boulon et soudure résistaient à des forces pour lesquelles il n'avait jamais été conçu. 200 pieds. La jauge de pression tomba à 0. « On vient de tout perdre, dit Miller. Les commandes devinrent molles, sans vie. L'avion s'était transformé en planeur, un tube de métal massif tombant du ciel, impossible à diriger autrement qu'avec les moteurs. « Je vais utiliser la poussée différentielle, dit Ethan. J'augmente la puissance sur un moteur pour tourner. Je réduis sur l'autre. Ça va être brutal. » Miller le fixa. « Tu ne peux pas faire atterrir un avion de ligne comme ça. » Le regard d'Ethan ne quittait pas la piste. « Regarde-moi. » Il ajusta la manette des gaz du moteur droit, sentit l'avion virer légèrement vers la gauche. Il corrigea avec le moteur gauche. L'avion vacilla, luttant contre lui, mais tourna. Il le pilotait comme il avait piloté des chasseurs endommagés, faisant plus confiance à son instinct et à ses sensations qu'aux instruments. 100 pieds. La piste remplit le pare-brise. Ethan coupa les gaz, réduisant la vitesse, laissant la gravité reprendre ses droits. L'avion s'affaissa. 50 pieds. Dans la cabine, Claire se recroquevilla sur son siège. Des passagers hurlaient, quelqu'un récitait le « Notre Père ».
Le vieux couple britannique serra encore plus fort ses mains entrelacées. Ethan chuchota « Allez, allez !» 10 pieds. Les roues heurtèrent la piste. L'impact traversa tout l'avion, une secousse a brisé les os, qui projeta les passagers contre leur ceinture de sécurité et fit cliqueter les coffres à bagages de manière menaçante. Le train d'atterrissage avant toucha le sol en premier, suivi du train arrière, et l'avion rebondit une fois avant de retomber avec fracas sur l'asphalte. Le métal grinça. Le fuselage trembla violemment. Ils étaient au sol, mais ils allaient en trop vite, beaucoup trop vite. La piste s'étendait devant eux, éclairée par les lumières d'urgence, et Ethan comprit avec une froide certitude qu'ils ne s'arrêteraient pas à temps. « Nous n'avons pas de frein, » dit Miller. « Nous ne nous arrêterons pas. »« Shan, nous avons besoin du piège, » lança Ethan à la radio. « Où est-il » La réponse du contrôleur fut immédiate. 447, lit d'arrêt d'urgence à 3000 pieds sur la piste, à votre droite. Les feux de guidage vous indiqueront le chemin. Tournez dessus quand vous verrez les marqueurs. Ethan scruta la piste devant lui. Dans l'obscurité, il distinguait à peine une série de lumières rouges décalées vers la droite. Le lit d'arrêt de sable. Il avait été conçu comme un dernier recours pour les avions incapables de s'arrêter. Une bande de sable spécialement préparée pour créer une puissante résistance. « Accroche-toi, » dit Ethan à Miller. Puis il éleva la voix. « Claire dit à tout le monde de prendre la position de sécurité. Ça va secouer. » Le docteur Morrison disparut derrière la porte du cockpit. Une seconde plus tard, la voix de Claire résonna dans la cabine. « En position de sécurité. Baissez la tête. Ne relevez pas la tête tant que nous ne sommes pas complètement arrêtés. » Ethan ajusta la manette des gaz, augmentant la puissance du moteur gauche tout en coupant le droit. L'avion commença à virer à droite, lentement et avec réticence. Il insista, exigeant l'impossible de moteurs qui n'avaient jamais été conçus pour diriger l'appareil au sol. Le nez tourna lentement vers les lumières rouges. La piste défilait floue sous eux. Ethan vit le lit de sable, une bande sombre sur le béton, inclinée pour attraper les avions en détresse. Il coupa complètement la poussée des deux moteurs, sentant l'avion ralentir légèrement, mais c'était loin d'être suffisant. « On ne prendra pas le virage, » dit Miller. « On va le prendre, » répondit Ethan. Il poussa le moteur gauche au maximum une dernière fois. L'avion frissonna et pivota. Le nez se mit en position, pointant directement vers le talus de sable. Puis il coupa tout et laissa la physique faire son œuvre. Les roues avant percutèrent le sable et le monde explosa dans un fracas assourdissant. La décélération fut instantanée et brutale, comme un impact contre un mur de béton. L'avion fut projeté vers l'avant, écrasant tout le monde contre les ceintures. Dans la cabine, les passagers hurlaient, le métal gémissait. Ethan fut plaqué contre le tableau de bord alors que le cockpit piquait du nez. À côté de lui, Miller fut secoué dans son harnais, le souffle coupé. L'avion chassa sur le côté. Le fuselage se tordit alors que le sable agrippait les roues de manière inégale. Pendant un horrible instant, Ethan crut qu'il allait se retourner. Mais la résistance s'égalisa et l'avion se redressa. Il ralentissait, plus lentement, encore plus lentement, et finirent par s'arrêter. Le silence était assourdissant. Pendant quelques secondes, personne ne bougea ni ne parla. Les mains d'Ethan agrippaient toujours le manche, les jointures blanches, les tendons tendus comme des câbles. Il se força à expirer, à desserrer les doigts et à regarder autour de lui. Miller regardait droit devant lui, le visage exsangue. « Nous sommes au sol, dit-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Nous sommes vraiment au sol. » Ethan s'adossa à son siège. Tout son corps tremblait. L'adrénaline retombait, laissant place à la faiblesse et au vide. Derrière lui, le docteur Morrison prit une profonde inspiration. « C'était l'expérience la plus terrifiante de ma vie, » prononça-t-elle. Ethan se tourna vers elle. Elle vérifiait le pouls du capitaine Ross. « La respiration est stable. Il a besoin de l'hôpital, mais il s'en sortira. » À travers la porte du cockpit, Ethan entendait la cabine exploser littéralement de bruit. Les gens pleuraient, criaient, riaient. Ce chaos était joyeux et plein de soulagement. Miller détacha ses sangles avec des mains tremblantes et se tourna vers Ethan. « Tu viens de sauver 195 vies. » Ethan secoua la tête. « Nous les avons sauvés. Tu nous as maintenus en l'air quand c'était important. » Miller tendit la main et serra l'épaule d'Ethan. « Merci. » La porte du cockpit s'ouvrit complètement et Claire entra. Son calme professionnel s'était fissuré. Des larmes coulèrent sur ses joues, bien que son expression restât contenue. Elle regarda longuement Ethan, puis hocha brièvement la tête. « Tu l'as fait, dit-elle doucement. » Ethan se leva sur des jambes flageolantes. « Nous l'avons tous fait. » Dehors, les véhicules d'urgence affluaient vers l'avion, colorant l'obscurité d'éclats rouges et blancs. Des pompiers en tenue de protection encerclant l'appareil, des ambulanciers poussaient des pranks et des brancards.
La porte arrière s'ouvrit et les toboggans d'urgence se déployèrent dans un sifflement d'air comprimé. Claire retourna en cabine pour commencer l'évacuation. Ethan la suivit. Les passagers étaient déjà debout, rassemblant leurs affaires et s'entraidant pour avancer vers les sorties. Beaucoup pleuraient, certains appelaient leurs proches. Le docteur Morrison restait avec le capitaine Ross, coordonnant les actions avec les ambulanciers montés à bord. Marcus Webb se tenait à l'avant, dirigeant le flux et veillant à ce que les personnes âgées et les familles avec enfants sortent en premier. En voyant Ethan, il traversa l'allée et tendit la main. « Sacré bon boulot, dit Marcus sérieusement. Je ne plaisante pas. » Ethan lui serra la main. « Merci de m'avoir soutenu. » Marcus sourit sombrement. « Je suis journaliste. Je vais écrire là-dessus. »« Juste un avertissement, ne mentionne pas mon nom, » demanda Ethan. Marcus le regarda d'un air scrutateur. « Trop tard, mon ami. Tout Internet sait déjà qui tu es. » Ethan passa devant Marcus, mais les passagers continuèrent de l'arrêter. Une jeune mère avec un bébé lui serra la main et chuchota « Merci ». Un homme âgé lui tapota l'épaule. « Tu es un héros, fiston. » Un couple de Britanniques âgés lui sourit à travers leurs larmes. « Nous verrons notre petit-fils grâce à toi. » Ethan sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il hocha la tête, incapable de parler, et poursuivit son chemin. L'homme ivre, qui était auparavant affalé, était maintenant complètement sobre et pâle. Quand Ethan passa, il leva les yeux. « Pardonne-moi, dit-il, pour ce que j'ai dit. J'avais peur. » Ethan s'arrêta. « Tout va bien. Nous avions tous peur. » À la sortie, Claire aidait les gens à descendre le toboggan. En apercevant Ethan, elle s'écarta. « Tu devrais passer en premier. » Ethan secoua la tête. « Tu es la chef de cabine, c'est ton avion. » Le visage de Claire s'adoucit. « Plus maintenant. » Elle l'invita d'un geste vers la sortie. Ethan s'approcha de l'ouverture, jeta un coup d'œil à la pente raide et au sauveteur qui attendait en bas. Puis il s'assit et se laissa glisser. La descente fut rapide. Il atterrit, trébucha, mais garda l'équilibre et s'éloigna de l'avion. L'air nocturne était froid et humide, avec un goût de sel marin et de kérosène. S'écartant des véhicules, il se retourna. L'avion était à moitié enfoncé dans le sable, légèrement incliné. Les moteurs étaient banals sombres et silencieux. Des débris jonchèrent le sol tout autour. Les sauveteurs s'agitaient et les passagers glissaient un à un vers le bas, tombant dans les bras des médecins sur le sol irlandais. Ethan les regardait et pensait à Emma, à la promesse qu'il avait faite et brisée, à l'homme qu'il essayait de ne plus être et à celui qu'il était redevenu, ne serait-ce que pour quelques heures. « On dirait que tu as besoin d'une minute » fit une voix derrière lui. Claire se tenait à quelques mètres, les bras croisés pour se protéger du froid. Le masque professionnel avait disparu. Elle semblait épuisée et très humaine. « Ça va ?» Ethan ne savait pas quoi répondre. « Je ne sais pas. » Claire s'approcha et se tint à côté de lui. Pendant un moment, ils observèrent l'évacuation en silence. « Je ne t'ai pas fait confiance tout de suite, » commença-t-elle. « Même après les mots de Marcus, même après tes réponses correctes. Je pensais que tu pouvais mentir, délirer ou être dangereux. »« Je sais, dit Ethan. Mais tu ne l'étais pas. Tu étais exactement qui tu prétendais être. Pourquoi ne voulais-tu pas aider au début, quand le capitaine a fait l'annonce? Tu ne t'es pas levé tout de suite. J'ai vu que tu hésitais. » Ethan garda le silence, puis répondit. « J'ai une fille, elle a 7 ans. Elle s'appelle Emma. Il y a 3 ans, je lui ai promis que j'en avais fini avec le pilotage, fini avec le risque, que je rentrerais toujours à la maison. » Claire hocha lentement la tête. « Mais tu t'es levé quand même. Parce que si je ne l'avais pas fait, je ne serais jamais rentré à la maison. » Ethan regarda ses mains, elles ne tremblaient plus. « J'ai passé 12 ans à accomplir des missions où chaque décollage pouvait être le dernier. J'ai arrêté parce que je ne voulais pas qu'elle grandisse dans la peur chaque fois que je franchis la porte. Et aujourd'hui, j'ai fait la seule chose que j'avais juré de ne pas faire. » Claire garda le silence un instant. « Ta fille le saura. Quelqu'un à bord a filmé, c'est sûrement déjà en ligne. Elle saura ce que tu as fait. » Ethan sentit une boule dans sa gorge. « Oui. Et quand elle le saura, elle comprendra que son père est quelqu'un qui tient ses promesses. » La voix de Claire était douce mais ferme. « Tu lui as promis de rentrer à la maison, et tu es rentré. Tu as simplement fait en sorte que 188 autres personnes puissent aussi tenir cette promesse envers leur famille. » Ethan ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Derrière eux, les derniers passagers descendaient vers la sécurité. Les ambulances emmenaient eux le capitaine Ross et les blessés. Claire effleura son bras. « Merci, Ethan, de nous avoir fait confiance, et de m'avoir permis de te faire confiance. » Elle se dirigea vers les autres membres de l'équipage. Ethan resta seul dans la froide nuit irlandaise. Il sortit son téléphone, éteint avant le décollage selon les règles de la compagnie, et l'alluma. 12 appels manqués,
23 messages, tous de Madame Kowalski. Il composa son numéro. Elle répondit instantanément « Ethan, mon Dieu, tu vas bien? J'ai vu les nouvelles. J'ai vu ce qui s'est passé. Emma ne sait rien, je ne l'ai pas réveillée. » Ethan ferma les yeux. « Je vais bien. Tout va bien. »« Emma dort ? » ?»« Oui, couchée à 8 heures, comme d'habitude. »« Ethan, ils disent que tu as posé l'avion. Ils disent que tu as sauvé tout le monde. »« Rendez-moi un service, demanda Ethan. Ne racontez rien de tout cela à Emma. Pas encore. Laissez-moi lui raconter moi-même quand je rentrerai. » La voix de Madame Kowalski s'adoucit. « Bien sûr. Quand rentres-tu ? » ?»« Je ne sais pas. Il y aura bientôt le débriefing, des interviews, mais je rentrerai dès que je pourrai. Elle sera si fière de toi. » Il mit fin à l'appel et resta debout dans l'obscurité, regardant les éclats des lumières d'urgence sur l'avion brisé. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur l'Irlande. Dans quelques jours, il serait chez lui. Il lui faudrait regarder sa fille dans les yeux et lui expliquer pourquoi son père était partout aux informations. Expliquer pourquoi il avait fait la seule chose qu'il avait promis de ne plus jamais faire. Mais c'était un problème pour plus tard.